Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur notre webinaire. Ce soir, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Kevin Meignet qui va nous parler d'un sujet assez intéressant puisque c'est la balance des blancs depuis les sommets et en l'occurrence, on aura même des photos du Mont Blanc. T'inquiète pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je réexplique comment fonctionnent nos webinaires. Donc, c'est un webinaire organisé par l'UMESCA avec l'aide de BenQ, qui est une des marques avec lesquelles nous travaillons, et de Calibrite, qui est un fabricant de sondes et de chartes. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Se joignent à nous la société Digitphoto, qui est notre revendeur partenaire dans le cadre de ce webinaire. Kevin va faire sa présentation. Il y a 3 parties. Vous allez voir, c'est très organisé. À l'issue de sa présentation, moi, je ferai une petite page de pub. On parlera des offres spéciales concoctées avec Digitphoto. Et puis ensuite, on passera à la session questions-réponses. Voilà. Moi, vous me connaissez, donc je ne vais pas me présenter à nouveau. Et je laisse la parole à Kevin. Je propose que tu te présentes et puis après, dans la foulée, tu lances. Ok, ça marche. Bah, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la balance des blancs au sommet. Donc là, aujourd'hui, nous allons aborder le travail de la colorimétrie en montagne. Je vais vous expliquer pourquoi je travaille d'une certaine manière, pourquoi j'utilise les chartes de couleurs, et je vais vous expliquer un peu l'environnement de mon travail. Parce qu'il n'est pas rare que je travaille dans des conditions assez compliquées, donc je vais vous expliquer pourquoi je peux utiliser mes chartes de couleurs et dans quelles conditions je vais les utiliser. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer comment se déroule mon environnement de travail, proprement dit. Et donc, je vais vous partager un peu mes images. Donc là, normalement, vous devez avoir l'écran de mon ordinateur qui doit être présenté. Et vous pouvez voir le matériel photo qui est complètement dans la neige et avec les montagnes. Donc, à savoir que c'est des photos qui ont été prises au niveau du Mont Blanc, avec une altitude qui dépasse les 3000 mètres, dans des conditions de température assez extrêmes. Ça, c'est les conditions que j'apprivoise très souvent. Je suis photographe de montagne et principalement, je photographie en hiver et donc dans des conditions assez froides. Pour moi, le matériel, on va dire, si le matériel ne supporte pas ces conditions-là, c'est qu'il n'est pas fait pour mon travail. Donc c'est pour ça que là, vous voyez le matériel photo qui est posé à même la neige. Et pour moi, c'est pas un problème et il n'y a jamais eu de problème avec ça. Et il est fait pour cette utilisation-là. Donc là, ce jour-là, à savoir que les températures ne dépassaient, enfin, elles n'étaient pas en dessous de -25, -30. Pour moi, le matériel doit être léger, transportable et précis. Que ce soit en termes de boîtier photo, que ce soit en termes de charte de couleurs, que ce soit en termes d'accessoires, et donc tout ce qui est trépied, etc. Donc ça peut être du trépied carbone, ça peut être des choses comme ça. Donc ça c'est très important parce que quand vous portez des sacs de 20 à 30 kilos à peu près, c'est assez important d'avoir du matériel qui soit léger. Là, pour vous montrer à peu près, c'est tout ce que vous voyez dans le coffre là, c'est le matériel que je prends avec moi. Donc vous allez retrouver tout le matériel photo, bien entendu, le matériel d'escalade d'Alpi, donc tout ce qui est sécurité, et vous allez retrouver tout ce qui est matériel vêtements, tout ce qui est doudounant supplémentaire, les choses comme ça. Donc vous voyez bien que bon, le sac on commence à être vraiment très rempli. Ça c'est la seule petite chose désagréable dans mon travail, c'est porter le sac et surtout sur des grosses parties de rando où on peut avoir des randos qui peuvent dépasser les 7-8 heures et donc bon, un sac, au bout d'un moment, on est bien content de le relâcher et de le poser à terre. Après, à savoir que l'hiver, souvent on me pose la question, comment tu dors dehors, dans quelles conditions, etc. Et la réponse est très simple, c'est je dors sans tente, je creuse juste une tranchée, quelles que soient les conditions météo, et je dors à même la neige. Donc que ce soit moi ou que ce soit mon matériel, tout dort à même la neige. Il n'y a pas de protection supplémentaire, il n'y a pas de
tente, il n'y a pas de tarpe, il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est tout. Et comme sur l'image que vous pouvez le voir, c'est vraiment à même la neige. Pourquoi une simple tranchée? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous creusez une tranchée, si vous vous mettez dedans, vous allez être automatiquement en fait isolé en quelques approximativement, vous allez rester aux alentours des 0 degrés au niveau de la neige. Donc, ça vous fait une isolation, on va dire, petite, mais on va dire ça permet de pouvoir dormir quand même dans des conditions un peu plus appréciables que si vous ne creusez pas de tranchées. Bien entendu, vous avez la possibilité de faire un igloo, mais on va dire ça demande énormément de temps et d'énergie, ce qui n'est pas mon cas, on va dire dans ces conditions-là. Je suis pas là pour faire une igloo, c'est pas le plaisir que j'ai envie. J'en ai déjà eu fait, mais voilà, c'est pas pour ce que j'en fais, c'est pas utile. Donc après, voilà, moi dans mon travail photo, c'est les conditions sont telles quelles, c'est vraiment assez rustique. Et même dans des conditions rustiques, j'arrive quand même à prendre du plaisir lorsque je dors dans la neige, comme sur cette image que vous pouvez voir au niveau d'ici. Vous la verrez peut-être mieux de cette façon-là, en grand écran. Donc là, vous voyez que tout est, comme je vous ai expliqué, au niveau de la tranchée, etc. Et avec un petit supplément où on a ce jour-là fait des burgers maison à 2000 mètres d'altitude en plein hiver. Donc même dans des conditions assez rustiques, vous arrivez quand même à prendre du plaisir. Donc là, ça c'est pour les conditions de travail. Au niveau du matériel technique, j'utilise régulièrement et assez souvent un téléobjectif. On va dire le gros de mon travail. La plupart du temps, je suis à 90-95% de prise de photo avec un téléobjectif. Je fais que du paysage au téléobjectif. Ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est panorama. Donc, du coup, d'où l'utilité, on va dire, d'avoir une précision de couleur sur quand on a des fichiers qui comptent à peu près entre 40 et 80 images. Il faut que la colorimétrie soit la même sur toutes les images. Donc, ça, c'est voilà ma façon de travailler. C'est tout ce qui est matériel de montagne, environnement rustique, conditions assez extrêmes, matériel précis. Donc là, moi, en termes de matériel, c'est Nikon 772 avec le 100-400, ma charte de couleur qui m'accompagne tout le temps. Et le trépied, ça c'est assez optionnel. Donc le trépied, je le prends vraiment de temps en temps, mais c'est très rare. Ça arrive sur certains plans ou quand j'ai besoin pour des photos un peu plus sombres ou des photos de nuit, mais c'est assez rare. Ça, c'est pour la partie technique, la partie environnement de travail. Et donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à aborder le sujet de la balance des blancs. Alors, pourquoi la balance des blancs est-elle importante en photo de paysage également? Est-ce que tu veux que je lance un petit sondage? On va le lancer après. D'accord, Je vais vous montrer déjà un petit avant-après pour vous donner un peu une idée parfait. de la différence qu'on peut avoir en fait entre une image brute de boîtier, où j'ai laissé faire le boîtier en fait au niveau de la balance des blancs, et une image que j'ai faite avec une balance des blancs personnalisée. C'est-à-dire que j'ai paramétré mon boîtier pour effectuer une balance des blancs sur ma charte de couleurs et ainsi créer en fait une balance des blancs personnalisée. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là la première image, c'est une image que j'ai laissée en automatique. C'est-à-dire que la balance des blancs en fait est en automatique sur mon boîtier. Mon boîtier a géré lui-même la colorimétrie et donc il m'a sorti un fichier avec cette colorimétrie là. Donc, à première vue, on pourrait dire que bon, la colorimétrie est bonne, elle est acceptable, mais pour moi, j'ai déjà un problème avec cette colorimétrie-là. En fait, c'est que j'ai une légère teinte de vert au niveau des couleurs, que ce soit dans le ciel ou que ce soit, on va dire, sur la neige ou la roche, j'ai une légère dominante verte. Donc, en soi, c'est pas un problème, mais pour moi, la couleur que j'ai vue au niveau de mes yeux, elle est comme sur cette image-là. Donc là, l'image que vous pouvez voir, c'est une image que j'ai paramétrée avec ma charte de couleurs. Et donc, vous voyez un peu la différence entre, justement, hop, je vais vous mettre directement. Donc là, vous voyez à gauche la photo prise avec ma balance des blancs personnalité et donc ma charte de couleurs.
et à droite, ma balance des blancs automatique en termes de colorimétrie du boîtier. Oui, tu as Et une donc, montée des verts, en fait, un peu, alors que c'est voilà, pas tout ce à que fait. tu veux. Voilà, tout à fait. Et donc là, à partir de là, en fait, si vous laissez en automatique, vous allez partir sur une base de couleur qui est fausse en termes de naturel. Et donc, commencer sur une base de travail qui n'est pas forcément bonne, ça peut vous demander en fait plus de temps déjà dans un premier temps pour rattraper vos couleurs et ensuite commencer à développer votre image. Donc là, pour un gain de temps, l'avantage c'est que là, mon fichier avec ma balance des blancs personnalisée, il est déjà précis et donc je peux déjà commencer à travailler dessus sans perdre de temps en termes de réglage sur ma colorimétrie. Donc là, on va dire, Hervé va vous poser un sondage et vous allez pouvoir y répondre d'après vous comment on pourrait effectuer une balance des blancs si suivant le matériel qu'on peut avoir. Ouais. Donc là, je te laisse ça. Alors, petit sondage, vous allez voir, c'est important de pouvoir voter, hein. C'est pas un système non plus démocratique, on va dire, mais c'est un petit sondage pour avoir votre opinion. Et la question qu'on a à vous poser, c'est la suivante. C'est quelle mire est acceptable pour faire une balance des blancs? Donc voilà le sondage. Vous pouvez répondre plusieurs fois, vous pouvez cocher plusieurs cases et vous avez quelques secondes pour répondre. Alors il Je y a peux déjà vous pas mal, aider. il y a Je pas peux mal de vous aider. questions sur les gens qui disent est-ce que vous allez nous expliquer comment on se sert de la charte de couleurs? Est-ce qu'on peut la voir? C'est quel modèle? Etc. Donc ça, plus tard, hein, tu t'inquiètes pas, mais Je vais vous expliquer évidemment, ça ça sans m'intéresse. problème. Alors si je peux vous aiguiller, mon t-shirt blanc reste blanc même après 4 jours. Après, Donc là, j'attends encore un petit peu. J'ai que, wow, vous n'êtes pas nombreux à avoir voté là. Mon taux de participation pourrait être meilleur. Allez-y, il suffit de cliquer sur le sondage, hein. Vous voyez qu'il y a des cases à cocher. Vous cliquez là où les cases et vous faites envoyer. Ouais, voilà, ça monte là. On est presque à 80% de participants, ce qui est un très bon taux. Eh bien, je vais fermer le sondage et partager les résultats. Donc, je ferme le sondage et je partage les résultats. Voici les résultats de notre sondage. Donc, ton t-shirt blanc après 3 jours là-haut, 4% des personnes pensent que c'est une bonne idée. 2% ok. le soleil à 17 heures, 86% une charte de gris neutre professionnelle, et 16% la neige quand elle est propre, et 41% une feuille de papier A4. Ok. Alors, je la laisse un tout petit peu, mais du coup, on ne te voit pas, hein, d'accord? Il y a juste les résultats Ah oui, oui, du oui. sondage qui sont affichés pour l'instant, et tu me dis quand je les cache. Ah oui, pas de souci. Eh ben, je les cache, alors si tu... Allez, c'est parti. Alors au niveau de la balance des blancs, il faut savoir que un t-shirt blanc ne sera jamais blanc pur. Il ne sera pas blanc précisément, il y aura toujours une déviance qui sera soit du blanc crème, soit du blanc un peu jaune, même si c'est pas perceptible au niveau de l'œil humain. Il faut savoir que votre œil vous dira que ça c'est blanc alors que c'est faux. C'est pour ça que une feuille blanche, c'est pas blanc. C'est pas un blanc pur. Même si vous faites une balance des blancs sur une feuille blanche, vous verrez que c'est pas précis. Un t-shirt blanc, bien entendu, c'est pas un élément à prendre en compte. Et la neige non plus. Pourquoi? Parce que la neige, à savoir que la neige, c'est pas déjà de base, ça a une dominance qui est la dominante de la neige, c'est le bleu. C'est-à-dire que quand vous allez dans des caves de glace, vous allez voir que vous allez toujours tirer un peu vers les bleus turquoise. Et en plus d'avoir une dominante dans les bleus, il est en plus réflecteur et absorbeur de lumière. Et donc, à partir de là, en fait, votre couleur de neige, elle est toujours modifiée. Vous prenez la neige, si vous avez un soleil de 17 heures, vous verrez que la neige, elle va absorber la couleur chaude, se mélangeant à la teinte bleutée. Et donc, du coup, vous aurez jamais une neige qui sera vraiment d'un blanc pur. C'est impossible. C'est pour ça que le seul outil au jour d'aujourd'hui qui permet de faire une balance des blancs la plus précisément possible, ça va être une charte de couleurs.
comme vous pouvez la voir ici. Donc c'est une charte en fait qui se décompose en 3 volets. Vous allez avoir un volet qui sert pour la vidéo, puisqu'il faut savoir que la vidéo utilise aussi une mesure de balance des blancs. Et ensuite, vous allez avoir différents panneaux, ainsi que le panneau avec un gris neutre. Et donc, uniquement ce type de charte et ce type de produit vous donnera une mesure précise en termes de balance des blancs. Que ce soit pour une balance des blancs personnalisée ou que ce soit sur la prise en photo de votre balance des blancs et vous servir ensuite de cette charte comme mesure principale sur la suite des images que vous allez faire après. Parce que vous allez avoir deux façons d'utiliser une charte de couleur. C'est soit vous faites une balance des blancs directement sur le terrain et vous faites une balance des blancs personnalisée sur votre boîtier, soit vous la prenez en photo au moment de la prise de vue. Vous ne touchez pas votre balance des blancs, vous la laissez tout le temps en automatique. Et ensuite, sur votre logiciel de développement d'image, vous allez faire votre mesure des blancs en fait avec votre pipette sur la sur la charte directement. Et du coup, vous allez créer une balance des blancs en fait qui sera basée sur votre charte de couleur. Vous allez l'appliquer sur la suite d'images à ces photos. Et à partir de là, vous partez avec un fichier qui sera précis. Donc ça, c'est les deux façons d'utiliser une charte de couleur. Je vais vous montrer pourquoi et dans quelles conditions en fait on peut l'utilisation d'une charte en fait est très importante et pourquoi j'ai tendance à l'utiliser. Donc là, vous pouvez voir en fait une image qui se décompose en fait dans des teintes bleutées. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la neige n'a pas une couleur neutre. La neige n'est pas blanc, quelle que soit l'heure de la journée, elle aura toujours une dominante. Le matin, elle va plus tirer vers les un peu magenta vert à peu près, et le soir, on est sur des magenta orange, etc. Donc, suivant la lumière, en fait, vous allez avoir toujours une couleur de neige qui sera différente. Là, sur des photos de ce style-là, pourquoi la colorimétrie est importante? Parce que pour moi, je gagne du temps déjà dans un premier temps. Si ma balance des blancs en fait est la plus neutre possible, la plus précise possible, je vais gagner déjà du temps sur mon développement et je vais pouvoir me concentrer uniquement sur la photo et son développement artistique derrière. Pourquoi la colorimétrie est importante? D'une part, on va dire parce que j'utilise mes fichiers non pas que pour les réseaux sociaux ou sur Internet, j'utilise aussi mes fichiers sur des développements tirages, mais aussi pour l'écriture que je fais en ce moment qui est sur un livre, et donc il faut que j'ai une colorimétrie qui soit la plus précise possible. Donc à partir de là, du moment que ma balance des blancs est précise, je peux travailler derrière avec un écran calibré ma colorimétrie, apposer les couleurs que j'ai envie d'y apposer, même si on rentre dans le côté un peu artistique et qu'on n'est pas forcément dans le côté ultra naturel de la couleur qu'il y avait ce jour-là, une couleur précise reste une couleur précise. Et donc, ce qu'on veut sur l'écran, c'est la couleur qu'on peut avoir sur un tirage papier ensuite, ou sur un livre, ou tout autre support. Donc là, vous voyez très bien que la couleur de la neige, elle est à l'ombre bleue, au soleil blanche. Et là, même le blanc que vous voyez ici, c'est pas un blanc neutre. J'ai volontairement en fait fait en sorte que ce blanc soit assez froid parce que c'était la dominante que je voulais garder quand même dans cette image-là. Et donc du coup, j'ai accentué un peu le côté froid de l'image qui allait complètement en fait avec la photo elle-même. Donc ça, c'est pour la partie soleil. Mais à savoir que même dans les conditions, on va dire, un peu plus orageuses, la balance des blancs reste importante. Parce que là, par exemple, j'avais des rayons de soleil en fait qui étaient assez subtils, mais restaient quand même chauds. Et le problème, c'est que là, tout ce qui est à l'ombre est froid en termes de colorimétrie. Et pour garder un équilibre et on va dire une photo assez homogène par rapport à ce que j'ai vu ce jour-là, j'ai fait en sorte justement d'avoir une colorimétrie précise pour qu'ensuite je puisse mettre en valeur ces couleurs qui étaient présentes, que ce soit les couleurs chaudes ou que ce soit les couleurs froides. Hop, je vous partage dans le plein écran, comme ça vous pouvez mieux voir
les images. Et là, par exemple, vous allez avoir un sujet qui est assez particulier en termes de prise de vue parce que je me suis retrouvé, bon, c'est assez fréquent en montagne, mais vous allez avoir en fait une dominante qui peut être soit bleue, soit dans les couleurs chaudes orange, soit les deux. Et quand c'est les deux, c'est là que ça complique les choses en termes de balance des blancs, puisque on veut garder le côté un peu dramatique au niveau du ciel et de l'ambiance générale, mais on veut garder aussi la couleur un peu chaude de la roche qui fait qu'elle a ce côté un peu plus esthétique. Et donc c'est là, on va dire, la petite difficulté sur les prises de vue en montagne et avec la neige, c'est de pouvoir garder un peu ces deux côtés-là, que ce soit le côté chaud, que ce soit le côté froid, et que ça soit équilibré. Et c'est là où la balance des blancs, en fait, a tout son intérêt. C'est justement du moment où on a une balance des blancs qui est précise, ensuite, derrière, on peut travailler le plus précisément aussi les couleurs qui sont présentes. Et donc ici, je vais pouvoir travailler sur les teintes chaudes, donc orange, rouge, et sur les teintes froides et les préserver. Et du coup, je sais que là, au jour d'aujourd'hui, si je fais imprimer cette photo-là, je retrouverai exactement les mêmes couleurs que ce que j'ai sur mon écran et que ce que j'aurai aussi sur le livre. Donc c'est là tout l'intérêt de pouvoir de travailler en fait la colorimétrie du début à la fin, que ce soit à la prise de vue avec une charte de couleurs ou que ce soit sur le développement avec un écran calibré. Et donc ensuite, ben, vous voyez en fait souvent on a des duos. On va avoir des couleurs chaudes, des couleurs froides et c'est très important, on va dire, comme dans ce cas-là, d'avoir justement une colorimétrie qui soit ultra précise. Après, à savoir que par moment, ça arrive sur certaines images que je n'utilise pas la charte. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on est dans des conditions extrêmes, ben, des fois je ne peux pas. Je n'ai pas la possibilité parce qu'il y a beaucoup trop de vent, parce que il neige, parce que j'ai de la pluie, parce que j'ai tout simplement en fait pas la possibilité de pouvoir justement utiliser quel que soit on va dire l'accessoire, parce que même des fois le trépied c'est trop compliqué donc je le prends même pas, mais ça arrive que je ne l'utilise pas. J'essaye la majorité du temps de pouvoir l'utiliser, mais ça arrive que je ne l'utilise pas. Donc dans ce cas-là, ben, je dois faire avec et je sais très bien que derrière j'aurai un peu plus de temps à consacrer à mon image puisque on va dire ma colorimétrie ne sera pas forcément exacte au niveau de la prise de vue et ça peut demander un peu plus de temps au niveau du développement. Donc ça arrive, même si j'essaye de faire en sorte pour gagner du temps derrière au niveau du développement. Il y a pas mal de questions là-dessus et ça va compléter ce que tu es en train de dire. Je ne veux pas Ouais, t'interrompre longtemps. oui, Simplement, il est possible de faire une balance depuis le boîtier, sans aucun logiciel, sans Lightroom, sans rien du tout, personnalisé depuis les réglages du boîtier. Et ce que Kevin fait aussi, c'est une prise de vue qu'il ne va pas utiliser, par oui, exemple, dans son livre photo, avec la charte. Et comme oui, la charte se trouve dedans, ça devient un point de référence pour plus tout à fait. tard, quand il fera du post-traitement. Et ce point de référence étant une valeur neutre, il va pouvoir, quand il fera un traitement, notamment par l'eau, appliquer une valeur neutre sur toute une série. Et donc le gain de temps est non négligeable. Oui. Il l'a expliqué, mais je me permets de le reformuler, puisque visiblement il y a certaines personnes alors, il y en a aussi qui viennent d'arriver, hein, qui n'avaient pas tout compris. Donc la charte, on peut s'en servir pour faire une balance du boîtier sur le terrain, ce qui va Oui, améliorer les choses, c'est sûr. Mais on va aussi prendre la charte en photo pour avoir un point de référence qu'on va utiliser plus tard dans Photoshop et dans Lightroom avec le logiciel qui est fourni. Et donc, on peut l'utiliser à deux niveaux. Voilà. Après, il y a des questions que j'ai gardées pour la session questions-réponses, tu t'inquiètes pas. ouais, ok, ça marche. Ça marche. Là, je vous partage deux photos qui sont je dirais, les conditions les plus compliquées que l'on peut retrouver en montagne en hiver. Je parle bien de l'hiver parce que j'englobe aussi la partie neige et c'est ce qui donne un peu la complication à la colorimétrie. Vous pouvez voir sur les deux images, on est deux sur un coucher de soleil, mais les deux colorimétries sont différentes. Celle de droite, on va avoir une colorimétrie en fait qui fait que la neige à l'ombre a une colorimétrie
tire un peu plus vers les bleus magenta. À gauche, on n'a pas cette problématique. Cependant, la roche qui, au soleil à midi, n'est pas de cette couleur-là. Donc, du coup, et même la neige. La neige, là, on voit, en fait, elle a une teinte jaune, alors que le reste, c'est orange. C'est assez compliqué. Donc, pour retrouver, pour essayer d'avoir, en fait, l'image la plus naturelle possible, ici, je fais tout le temps une mesure sur le terrain. Ça, j'essaie de le faire tout le temps parce que sinon, en fait, travailler sur des fichiers, alors principalement celui de droite. Hop, vous le verrez mieux comme ça. Hop, voilà. Donc sur ce type de fichier-là, c'est tout le temps compliqué parce qu'on a en fait on a des mélanges de couleurs qui sont très très spécifiques et aujourd'hui même les boîtiers n'arriveront pas forcément à retranscrire vraiment le côté naturel de ce que vous avez vu réellement. Vous aurez toujours des décalages avec soit des oranges qui tirent un peu plus vers le jaune, ou soit des bleus qui tirent un peu plus vers le magenta. Donc des fois c'est très léger, mais c'est présent. Et rattraper ça derrière sur du développement, pour moi c'est la partie la plus chiante. Parce que en fait derrière on a du mal à retrouver. On va essayer de rattraper avec des couleurs un peu plus neutres, mais le problème c'est qu'un coucher de soleil, on n'a jamais des couleurs neutres. On n'aura jamais un blanc, une neige blanche et un ciel plus dans les gris ou des choses comme ça. On a toujours des duos de couleurs en fait qui sont compliqués à retravailler et arriver à trouver un équilibre derrière sur une photo qui n'est pas forcément précise, c'est la partie la plus longue, je pense, en termes de développement. Donc ici, dans ces cas précis, j'essaye vraiment d'utiliser une charte tout le temps parce que le gain de temps en fait est énorme. Sur cette photo-là, c'est un gain de temps énorme. Et comme ça, au moins, je me retrouve avec une photo qui sera vraiment le plus précis possible et le plus naturel de ce que j'ai vu. Et après, j'ai juste à la développer. Mais au moins, déjà, rattraper l'image, c'est fait. On va dire, et donc, même par rapport aux questions que vous avez posées, donc là, sur ce cas précis-là, moi, j'ai fait une balance des blancs directement personnalisée. Donc, depuis le boîtier, vous rentrez dans les réglages du boîtier, vous faites votre balance des blancs personnalisée en mesurant votre charte. Ou alors, vous pouvez très bien utiliser la charte sur une image, vous la prenez en photo, et les images que vous allez faire ensuite de votre coucher de soleil, ben, vous vous servez de l'image 1, entre guillemets, qui sera votre point de référence en termes de balance des blancs. Et à partir de là, vous l'appliquez à votre set d'images, donc à tout votre lot. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir une balance des blancs, on va dire, qui sera précise sur toutes vos images qui sont à la suite de la première image, bien sûr. Parce que si vous changez de moment, bien entendu, l'image de votre charte n'est plus bonne. Hop. Donc là, vous voyez un peu les couleurs. Et donc là, comme je vous disais, la neige est un réflecteur de lumière. Et donc là, vous le voyez très bien, hein, la neige que vous pensiez qui est blanche, là avec le coucher de soleil, elle est jaune. Pourtant, elle est éclairée par le soleil, donc elle est censée être blanche. Mais le problème, c'est que le soleil étant un élément de couleur plus dans les chauds, automatiquement, la neige, comme elle réfléchit, du coup, elle se teinte dans ces couleurs-là. Et donc, du coup, vous n'avez plus une neige blanche. La neige blanche, en fait, ça n'existe pas. C'est faux. Donc, là, faire une mesure si je devais faire une mesure avec Lightroom, mon image, en fait, elle serait. Le problème, c'est que si je fais ça et que là, je me sers de ça, je fais un truc, voilà. Le problème, c'est que là, c'est pas du tout un coucher de soleil que j'ai pu voir au jour d'aujourd'hui. Et donc, le problème, c'est que là, faire une mesure de balance des blancs, sur mon image, j'ai aucun élément qui est neutre. Ma roche a des teintes un peu chaudes, mais le problème, c'est que j'ai rien qui est neutre sur mon image. Donc là, avec ma pipette, en fait, elle ne sert absolument à rien en termes de traitement. Je suis obligé manuellement, en fait, de la retravailler. Mais le problème, c'est que ma neige n'est pas blanche, ma roche n'est pas neutre, elle n'a pas de gris neutre. Mon ciel, il est absolument pas neutre. Donc, je suis obligé, en fait, de la retravailler manuellement en faisant du à peu près. Puisque, on va dire, je ne pourrais pas retrouver, on va dire, le coucher de soleil
Si je le fais manuellement, je ne retrouverai pas le coucher de soleil que j'ai pu faire ce jour-là. Et donc, vous n'aurez pas ça. Voilà pour la partie balance des blancs. Après, à savoir que la balance des blancs, bien entendu, euh, ça vous donne une première image naturelle, mais vous pouvez très bien appliquer derrière, on va dire, une colorimétrie plus artistique. Ça, c'est pas interdit. Le seul point, on va dire, où la balance des blancs, en fait, va avoir son intérêt, c'est que votre image de base pour le traitement photo sera neutre. Elle sera précise par rapport à ce que vous avez vu. Et après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais au moins, votre image de base, en fait, elle est, on va dire, elle est le plus neutre possible. Et vous êtes sûr que c'est ce que vous avez vu à ce moment-là, que ça correspond aux couleurs que vous avez prises en photo. Et, euh, et comme ça, au moins, le travail qui suit derrière, ben, il peut être fait sans aucun problème. Alors, ça, c'est pour la partie développement et logiciel. Mais ensuite, je vais vous parler de la partie photo et tirage photo, puisque on va dire les photos au jour d'aujourd'hui, vous pouvez en avoir une utilisation exclusivement réseau. Donc vous les postez sur les réseaux sociaux, sur les sites internet avec des portfolios, etc. Mais vous pouvez aussi en faire du tirage ou dans un livre photo, bien entendu. Et donc je vais vous parler, là, on va faire un deuxième sondage, une deuxième question, et après je vais vous parler de la balance des blancs, on va dire pourquoi la balance des blancs et la colorimétrie plutôt est importante sur une image, pourquoi c'est important de travailler avec un écran calibré, et dans quelles conditions en fait on peut se retrouver avec un problème. Donc là je vais laisser la parole à Hervé qui va vous faire un petit sondage très particulier. Ouais, peut-être que tu peux nous mettre une image de ton camp en altitude pour, Allez, je vous mets ça. pour les invités, parce que la question c'est quelle priorité à cette altitude, c'est-à-dire au-dessus de 3000 mètres, c'est quoi d'après vous la priorité? Et donc je vais lancer le sondage, voilà. Est-ce que la priorité c'est un poids total du sac inférieur à 25 kg? Est-ce que c'est des vêtements adaptés avec le fameux système 3 couches élégant? Parce que bien sûr, Kevin, ça lui est déjà arrivé d'oublier les gants. Ouais. Euh, il, il a bien regretté. Est-ce que Ouais, c'est emmener sa bière favorite? Est-ce que c'est plusieurs batteries et cartes mémoire? Ou est-ce que c'est l'équipement sécurité, piolet, crampons, casque, corde, larva, hein, en cas de coulée? Et même principe que tout à l'heure, vous avez quelques instants pour répondre, mais si vous le souhaitez, je crois que vous pouvez cocher plusieurs cases. Oui, vous pouvez. bien entendu qu'il y a plusieurs cases. Ah oui, parce que quelle priorité on a mis au pluriel? Oui, Voilà. Donc on laisse encore un petit peu de temps, hein, puisqu'il faut que les gens lisent les questions. Donc je répète la question, c'est quelle priorité au pluriel à cette altitude? Donc on est bien au-dessus de 3000 mètres et vous pouvez choisir une ou plusieurs options. J'ai plein de questions pour toi pour session questions-réponses. Je suis obligé de faire un tri, hein. Je ne pourrais pas répondre à tout le monde. Pour vous donner une après, petite idée, vous êtes à peu près 550 à suivre ce webinaire actuellement. après là, au niveau de la question, au niveau de la session questions-réponses, on va essayer de répondre, on va dire, au maximum de personnes, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Si Non. par hasard, il y a des gens qui ont des questions assez précises ou assez spécifiques par rapport à ce que j'utilise dans mon travail, à comment je peux travailler, etc., qui n'hésitent pas à me contacter soit sur mon site internet, soit directement sur les réseaux sociaux, pour venir me poser justement leurs questions et je n'hésiterai pas justement à leur répondre si je le peux, si j'ai la réponse. Alors je partage les résultats. Ouais, Voilà. Donc, priorité number one, l'équipement sécurité. Number two, plusieurs batteries et cartes mémoire, mais je pense que tu vas en dire un tout petit peu plus. Les oui, vêtements avec le système 3 couches. Le poids total du sac inférieur à 25 kg. Et emmener ta bière favorite que 5%. que Quelle 5%? surprise. Ouais. Ah, je suis déçu là. Je suis déçu. Donc, tu les as en mémoire, je peux fermer. Je les ai en mémoire, c'est bon.
Parfait. Et donc, il y a une image quand même qui est super, c'est celle de droite, là. Enfin, celle où on voit le kit de cuisine, hein, avec ta Ouais. petite cuisine improvisée d'altitude. Alors à savoir que là, c'est une cuisine improvisée, mais on s'est quand même fait des hamburgers maison en plein hiver avec vraiment du pain maison, du steak haché maison, à la poêle, avec bien entendu ma bière favorite, puisque on va dire je ne pars jamais sans ma bière. Alors pour ceux qui n'ont pas répondu à cette réponse-là, ben, on ne pourra pas sortir ensemble, c'est pas possible. Si vous prenez pas votre bière favorite, c'est pas possible. Donc c'est pas rare. Alors c'est pas rare. C'est quand même assez rare, mais ça arrive que je prenne des repas assez hors du commun. C'est déjà arrivé entre autres bon, cette fois-là où on s'est fait des hamburgers maison et une autre fois que je me rappelle où on s'était pris je crois que le sac devait peser dans les 35-40 kilos et c'était en plein été. On s'était pris des melons carrément à 3000. On s'était pris des melons, des plateaux de fromage. On avait pris un kilo de fromage, je crois, un truc comme ça. Des grandes bouteilles en verre de bière. Des plateaux de charcuterie, des choses comme ça. Donc c'était bon repas. Par contre, on était bien content de poser le sac une fois arrivé en haut. Euh, donc ça arrive que je fasse des excès en termes de poids de sac, même si c'est assez rare. Après, bien entendu, au niveau des réponses, le matos de sécurité, bien entendu la priorité quand vous partez en montagne, surtout en hiver, puisque en hiver, bah, vous avez plusieurs facteurs qui font que le côté risque augmente considérablement. Et donc, la priorité, bien entendu, c'est que vos proches soient au courant de où vous allez, que, euh, que vous ayez un système au cas où pour les avalanches, tout ce qui est piolet également, crampons, pelle à neige, et on va dire, si vous pouvez, ou enfin, si vous avez la possibilité, aujourd'hui c'est assez compliqué, mais vous avez des systèmes aussi de sacs airbag pour tout ce qui est avalanche, même si c'est quand même compliqué puisque les sacs airbag sont limités au jour d'aujourd'hui en termes de litrage. Donc vous n'avez pas de sac de rando type 70 ou 80 litres qui propose ce système-là. Mais on va dire c'est pas forcément obligatoire, c'est principalement en général orienté sur les skieurs freeride. Donc si vous avez déjà un système Arva, c'est déjà bien. Deuxième critère, c'est tout ce qui est équipement. Donc, ce que j'appelle le système trois couches, c'est le système antitranspirant, le système isolant et le système protection. Donc, t-shirt antitranspirant, isolation, ça peut être une polaire, une doudoune, les choses comme ça. Et la protection, c'est tout ce qui est Gore-Tex, pour tout ce qui est pluie et tout ça. Ça vous permet de moduler en fait les couches en fonction des conditions climatiques. Donc si par exemple vous montez, vous allez avoir chaud. Donc vous pouvez très bien utiliser, on va dire, juste le système antitranspirant avec votre Gore-Tex. Comme ça, vous attrapez pas froid, mais en même temps, vous n'avez pas chaud. Et vous remettez votre isolation ensuite plus tard. Donc ça, c'est pour la partie équipement. La partie euh, après, qu'est-ce qu'il y avait dans les réponses? C'était Tu as toute la euh, partie sur plusieurs batteries et carte mémoire. J'aimerais bien que tu en dises deux mots. oui, la partie carte mémoire et batterie. Alors carte mémoire, c'est plus pour le côté photo. Donc là, sur le côté photo, à partir de là, en fait, je préfère séparer en fait les prises de vue parce que c'est déjà arrivé en montagne, entre autres, où j'ai eu une carte mémoire qui a buggé à cause du froid et du coup, je me suis retrouvé, j'ai pu récupérer les données sur le PC via un logiciel, mais de premier abord, en fait, la carte mémoire était buggée. Donc du coup, j'avais plus aucun fichier qui était présent dessus, j'avais accès à rien, et tout ce que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire que j'avais à ce moment-là, j'avais 3 ou 4 jours de photos qui avaient été prises déjà. Donc autant vous dire que c'est compliqué et vous les avez un peu là quand votre carte mémoire elle fonctionne plus. Donc depuis en fait, je sectionne souvent en fait mes cartes mémoire. Comme ça au moins, je, je fais en sorte que même si j'ai une carte mémoire qui euh,
présente des problèmes techniques, au moins j'ai toujours des cartes mémoire autres qui permettent de toujours avoir au moins une sécurité sur les fichiers. Mais après, c'est surtout les batteries. Alors les batteries en hiver, bien entendu, je pense que vous devez savoir que les batteries se vident plus facilement et sont plus susceptibles en fait d'être faibles rapidement par rapport à des conditions d'utilisation en printemps, été ou même automne. Donc c'est pour ça qu'en hiver, je pars très souvent avec, je dirais, 3-4 batteries sans problème. Ça, c'est pour les batteries de l'appareil photo, mais à côté de ça, je prends aussi ce qu'on appelle des power banks, donc des batteries externes, qui font entre 20 000 et 25 000 ce qui me Les permet de milliampères recharger. heure. Ouais, c'est ça. Et ce qui me permet de les recharger au moins 2-3 fois en fait par batterie, puisque on va dire une batterie, si là sur des conditions extrêmes, on va dire avec des températures qui avoisinent les -20, -25, votre batterie, en fait, si vous l'utilisez la journée pour faire des photos, vous allez voir que votre batterie elle va pas tenir très très longtemps. C'est pas un problème dû à la marque de batterie ou au matos que vous avez utilisé, mais c'est un problème qui, on va dire, est passible partout, sur n'importe quel matériel électrique, puisqu'en fait, c'est le froid qui diminue la consommation de la batterie de votre appareil photo. Donc, c'est pour ça que vous prenez une batterie dans votre appareil photo, vous prenez une seconde batterie, vous la mettez dans vos poches, comme ça, elle reste au chaud. Comme ça, quand votre première batterie en fait se vide, vous prenez la batterie qui était dans vos poches, qui est chaude, vous la mettez dans votre boîtier, comme ça, au moins, elle est optimale. Et pendant ce temps-là, vous rechargez l'autre batterie avec votre power bank. Et c'est comme ça que je fais des mix justement avec mes batteries, parce que quand vous restez 4-5 jours en fait en pleine neige pour prendre des photos, si vous vous retrouvez à court de batterie, c'est un peu compliqué et ça fait c'est un peu dommage de devoir redescendre parce que vous ne pouvez plus shooter. Donc du coup, c'est très important. Même si ça m'est déjà arrivé de partir sans mes batteries ou sans mes cartes mémoire, ou même sans mes gants, parce que des fois, on peut oublier des choses, et du coup, si vous avez toutes vos batteries qui sont dans une poche, vous oubliez de mettre la poche dans votre sac, et vous partez, vous vous rendez compte que une fois en haut, que en fait, vous n'avez pas de batterie avec vous, et que du coup, vous n'allez pas pouvoir faire de photos. Je pense que la batterie de rechange, en plus, c'est pas anecdotique. Tu peux aussi recharger un téléphone, donc ça devient aussi un équipement de Oui, sécurité si tu es en tout hauteur. à Pas fait. mal de questions sur, mais il fait quelle température là-haut? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Tu peux décrire un peu les conditions? Alors les conditions, c'est assez variable. Là, par exemple, je vais vous mettre, hop, je vous mets celle-là. Bon, là, par exemple, celle de gauche, on est plus sur une saison euh, fin d'hiver. Non, oui, si, fin d'hiver. Donc, du coup, là, les températures, on va dire, on était plus sur du 0, entre 0 et -5 degrés la nuit, ce qui est relativement, on va dire, très acceptable. C'est des températures qui sont très douces. Pour une fin d'hiver, ça passe sans aucun problème. Donc là, c'est dans des températures de ce style-là, on n'a pas spécialement de problème avec le matériel électrique, même les batteries. Ça tient sans aucun doute, on va dire, la charge, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la photo de droite, là, on est sur des températures qui avoisinent les -25, -30. Donc là, bien entendu, là, vos batteries vont chuter énormément. Là, les conditions étaient compliquées et pour le matériel en soi, et pour moi-même. Puisque, on va dire, au bout d'un moment, je me suis retrouvé où j'avais les doigts qui étaient complètement congelés parce que en fait il faisait tellement froid et même avec les gants et autres, à force de pas bouger, d'être vraiment dans la neige en statique, en fait j'avais les doigts qui étaient complètement congelés et du coup c'était compliqué de pouvoir bouger, que ce soit les doigts ou autre, c'était compliqué. Donc c'est vraiment très aléatoire en termes de conditions météo parce que en fait en montagne déjà la météo change très souvent. Vous pouvez très bien avoir du soleil le matin avec des températures qui vont avoisiner les 10 degrés, comme vous pouvez retrouver le soir qui arrive avec des températures à -5, -10 degrés et de l'orage et de la grêle et des choses comme ça. Après, ce qui caractérise aussi
univers de travail. Et pour ceux qui connaissent mon travail photographique, c'est que j'ai un univers qui est assez particulier et avec des ambiances très spécifiques. Cette façon de travailler me demande en amont, en fait, de toujours être présent dans les hauteurs, en fait, avant que mes lumières arrivent. À savoir que, par exemple, sur des conditions, je vais vous montrer une image, les conditions que vous voyez sur l'image qui est là, je peux, en fait, pour avoir cette condition-là, je suis obligé, en fait, d'être en haut avant que la lumière, en fait, ne perce un orage ou une pluie ou autre. Donc, du coup, qui dit être en haut avant, bah, dit en fait que vous allez devoir soit randonner sous la pluie, soit sous la grêle, soit sous le vent, sous la neige, enfin sur toutes les conditions en fait climatiques qui peuvent être compliquées. Comme je dis tout le temps, en général, c'est quand je sors en faire des photos. En général, c'est là où tout le monde rentre chez soi. C'est le cas assez souvent et je me retrouve souvent tout seul en fait dans les montagnes parce que il y a plus personne en fait. Je suis peut-être le seul fou à être en montagne, mais c'est ce qui fait mon univers en fait au niveau photo. C'est ce qui fait que je capture ces lumières et ces ambiances-là parce que en fait, il faut que je sois présent en haut avant. Et donc, quand l'orage va se dissiper, en général, on a les toutes premières lueurs qui vont apparaître et c'est à cet instant précis que je vais capturer. C'est pas après, c'est vraiment à cet instant en fait la transition qui fait orage-soleil qui fait que là on a des lumières en fait qui sont complètement assez hors normes. On a ce paysage qui est assez lunaire et du coup vous êtes obligé en fait d'être là-haut avant. Et donc vous allez devoir encaisser les conditions climatiques qui sont présentes avant et ça peut durer même plusieurs jours. J'ai pas d'image là ici, mais je sais que j'ai des images en hiver où j'ai dû attendre 4-5 jours en fait sous la neige, en pleine conditions climatiques assez compliquées, et j'ai dû patienter en fait pendant 4-5 jours avant de pouvoir avoir la photo que je voulais. Donc du coup, il faut être prêt à ça, que ce soit en termes de matériel technique ou que ce soit en termes de mental. Très Parce bien. que Il est c'est 18h47, il ne faut pas qu'on traîne yes, trop. Et donc, ça tombe bien parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. je suis tout oui. Mais tu as parlé de livres, donc il y a des gens qui voudraient savoir si tu as publié des livres ou si tu vas en publier bientôt. Alors là, actuellement, je travaille sur un livre qui est en cours de finalisation. On a normalement une date de livraison qui va être dévoilée normalement à peu près fin de semaine ou semaine prochaine. On doit délibérer là-dessus pour une date de livraison sur le livre qui est en cours. Donc là, il est pas encore sorti. On travaille actuellement encore dessus. Et là, ça devrait pas tarder au niveau des informations qui vont être dévoilées sur sa date de sortie officielle. Donc ça va arriver incessamment sous peu. Donc de toute façon, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'être connecté soit sur mes réseaux sociaux, soit sur mon site internet, puisque c'est là où je vais communiquer dessus. Et à partir de là, vous aurez toutes les infos sur la sortie officielle du livre qui sera publié là-dessus, qui regroupera à peu près entre 4 et 5 ans de photographie avec à peu plus de 100 images qui sont présentes à l'intérieur et toutes ces saisons confondues. Et il y aura du texte également qui sera présent dessus avec Il s'appelle comment? le livre s'appelle L'éveil des cimes. L'éveil des cimes. Et si tu es d'accord, demain, je partagerai avec toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire un lien vers ton site ou vers Ouais, vers le site directement, comme ça il y aura toute ouais. l'actualité sur la rubrique actualité. Vous aurez tout qui sera posté dessus en temps et en heure, et donc du coup, n'hésitez pas à aller voir dessus et vous pourrez en savoir plus à ce sujet. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler un petit peu du matériel utilisé, un, pour la prise de vue, deux, quel est ton environnement pour le traitement des images? Ok, alors en termes de matériel, au niveau de la prise de vue, je travaille essentiellement avec Nikon, c'est la marque avec qui je travaille depuis des années et qui me soutiennent et je travaille pour eux officiellement. C'est celui Et que tu as derrière aujourd'hui, toi là-bas? c'est ça, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, en fait, je travaille avec ce petit Ben, amène-le, joujou qui est amène-le. là, qui est Parce là. qu'il y a beaucoup de questions sur quelles optiques tu utilises, parce que forcément, Alors,
Voilà, ça c'est le matériel que je vais utiliser au jour d'aujourd'hui à 95% du temps. C'est très rare où je prends un autre objectif avec. Si je dois prendre un autre objectif, en général, ça va être un 24-70, c'est un peu le couteau suisse. Mais sinon, je travaille avec le Z7 II et le 100-400 mm. Donc, ce qui me permet d'avoir une polyvalence en termes de focale et de pouvoir capturer un peu tout ce que j'ai envie. Et même au niveau panorama, ça va très bien. On est sur une image de qualité derrière et il n'y a pas de souci avec. Donc, ça, on va dire, si vous voulez prendre des images, même par moins 25 ou moins 30 degrés, pour l'avoir emmené plusieurs fois là-haut, ben, je peux vous dire que ça supporte sans aucun problème ces températures et ces conditions météo et vous ne serez pas dessus même en termes de qualité d'image derrière. Voilà. Donc ça c'est pour la partie prise de vue. Sur la partie développement après d'image, je travaille donc soit avec un ordinateur portable, donc sur lequel je suis connecté là, qui a un MSI en fait avec un processeur et on va dire beaucoup de puissance pour tout ce qui est génération de panorama. Et ensuite à côté de ça, je travaille avec une tour centrale et un écran calibré en fait qui est un écran BenQ et que je calibre tous les mois avec une sonde Calibrite et le logiciel qui va avec, qui est le logiciel Calibrite également. Très bien. Donc ça, c'est important parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément compte de ce que ça change. Mais toi, par exemple, pour ton travail sur ton livre, dis-moi Oui, si je me trompe, c'est un des éléments dont tu t'es rendu compte qui sont primordiaux dans ton travail avec l'éditeur. ah oui, tout à fait. Donc ça, c'est un des critères qui, on va dire, je dirais, c'est même pas primordial, pour moi, c'est obligatoire. Du moment où vous faites du tirage photo ou que vous comptez faire de l'édition sur papier, il est obligatoire d'avoir un travail numérique derrière qui soit précis. Donc que ce soit au niveau balance des blancs, donc charte des couleurs, mais que ce soit un écran calibré. Puisque si vous traitez votre image sur un écran qui n'est pas calibré, vous allez avoir en fait rendus qui sont complètement différents sur la photo que vous allez faire tirer. Puisque le laboratoire chez qui vous allez envoyer la photo, lui, il travaille sur un écran calibré, mais il va vous tirer l'image comme vous l'avez envoyé. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas calibré, ben, vous allez avoir un décalage. Et donc, du coup, ben, en fait, le rendu que vous vouliez de base, ce ne sera pas du tout le même que ce que vous allez avoir sur le papier. Donc, ça, c'est très important de pouvoir avoir le rendu sur l'écran qui sera exactement le même que celui que vous allez avoir sur le papier. Et papier en tirage ou papier sur un livre. Donc, du coup, ça, c'est même pas primordial pour moi, c'est obligatoire. Du moment où vous faites Mmh. du tirage sur papier ou édition livre, c'est obligatoire de travailler sur un environnement calibré. Et l'écran calibré permet de simuler la sortie papier, hein, Oui, y aussi. compris pour le livre, puisqu'une fois Aussi. que, avec l'éditeur, Kevin a choisi le papier sur lequel ils vont imprimer, ils Je en peux simuler, ouais. connaissent, voilà, ils en connaissent les caractéristiques, ils peuvent simuler et voir, par exemple, jusqu'où ce papier va prendre et donc être capable d'imprimer certains noirs profonds ou les blancs. C'est juste un Mm. petit peu important pour sa photo, puisque parfois il y a de la neige dans les photos de Kevin, parfois. Des fois, c'est rare. Donc ça fait partie des éléments qui vont participer à un processus de production de qualité. Et bien entendu, quand on fait un livre et qu'on est photographe, bah, on ne veut pas faire un truc moyen, on veut faire quelque chose qui permette de montrer son Bah, il faut que ça travail. soit, il faut que ça soit à l'image de ce qu'on a envie que ça soit. Donc, si on cherche la perfection en termes de colorimétrie, bah, il faut que ça soit parfait partout. Si tu me permets, je vais Oui, montrer, parce que souvent les gens sont surpris. Toi, la charte que tu utilises, c'est celle-ci. Elle s'appelle la Color Checker oui, Duo. Et elle a d'un côté les paramètres, vous voyez, pour faire une prise de vue. Alors on voit ici en haut une échelle de gris. Ici, vous avez les couleurs R, V, B, cyan, magenta, jaune et le noir. Donc ça, c'est les couleurs de base pour la photo et puis pour l'impression. Et c'est ça qui permet, quand on intègre ces informations-là dans son traitement d'image, que les couleurs seront juste aussi bien à l'affichage d'écran et sur le boîtier que au moment où ça va passer ensuite à l'impression, presse numérique y compris. On travaille encore en CMJN pour
le print. Et puis les autres couleurs viennent compléter. Et ça, c'est la charte de gris qui permet de faire une balance du boîtier. Donc, on prend son appareil photo. Et puis, en utilisant les menus, on va, comme ça, prendre une mesure de la charte et ça va permettre, dans votre boîtier, de faire une balance personnalisée, ça sans aucun logiciel. Alors que celle du haut, Oui. c'est pour utiliser dans Lightroom et Photoshop. Excuse-moi, je fais un peu le truc de base. Et cette charte-là qui s'appelle Duo, elle a un secret, c'est que en fait, il y a 4 mires. Et ici, vous avez les mires pour la vidéo. Alors, vous voyez qu'elle brille parce que le noir qui est là, il est fait pour être beaucoup plus profond, mais du coup, il est brillant. Alors qu'on ne l'utiliserait pas pour la photo. Et puis, les valeurs de couleurs qui sont ici, on voit qu'on a un plus grand choix de teint de chair, puisque en vidéo, les acteurs sont bien plus importants, par exemple, qu'en photo de paysage. Donc, il y a plus de travail là-dessus et le choix des couleurs n'est pas le même. Alors, pour ceux qui connaissent, cette charte-là, elle est pré-codée dans le cœur des logiciels DaVinci Resolve. Pour les gens qui font de la post-prod en vidéo, c'est juste hyper important. Et ça permet de travailler avec les zébras, les vector scopes, etc. Mais ça, c'est pour la vidéo, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais d'avoir dans un seul petit coffret comme ceci, une charte qui permet d'équilibrer à la prise de vue en photo et en vidéo, ça peut être intéressant pour certains. Petite version plus économique. Là, on est sur un truc qui vaut moins de 80 €, qui est la Color Checker Mini. Et donc, on retrouve exactement la même couleur, mais là, celle-là, elle est que pour la photo. Si vous voulez faire une balance de gris, il faudra bien viser parce que c'est ce gris-là ou celui-ci qui est le gris neutre 18%. 18%, c'est 18% de réflectance. Je ne vais pas rentrer dans les débats techniques. Mais celle-là, elle est peu coûteuse. Des fois, elle est en bundle avec certaines choses. Par contre, c'est sur un dos cartonné. Donc, en montagne, faut très, très vite la ranger parce que dès qu'elle est mouillée, vous risquez de l'endommager. Alors que celle-ci, dans son petit coffret, elle est plus protégée. Donc, suivant votre budget et vos contraintes du lieu où vous shootez, c'est bien de savoir que ça existe. Pour l'anecdote, mais pas que, si vous faites des photos de très petites choses, celle-là s'appelle la Color Checker Nano. Je ne crois pas que tu l'aies déjà eu entre les mains. Non, ça non. Et donc j'ai un ami qui fait de l'entomologie, donc il fait de la photo d'insectes. Oui. Et ben, il peut pas se permettre, ça c'est trop grand, donc il prend celle-ci. Alors par contre, celle-là, elle vaut presque 200 €, puisqu'il faut savoir que chacune des couleurs est montée à la main avec une pince à épiler, puisqu'on ne peut pas automatiser la production, ça se fait à la main, il faut des mains très précises, donc elle est un peu compliquée à fabriquer. Pour les gens qui font de la photo de groupe, donc ça peut être en montagne ou ailleurs, il y a la Color Checker classique. Pareil, on reste en dessous de 100 €, c'est pas des chartes non plus qui sont hyper onéreuses et elles peuvent vous durer un certain temps. On a toujours le même jeu de couleurs, on retrouve notre RVB ici et notre CMJN là, et donc ça va être du portrait en pied, du groupe d'une équipe sportive, du bâtiment. Les architectes peuvent utiliser ça pour avoir des bonnes références de couleurs. Ensuite, il y a des versions plus grandes pour les gens qui shootent au drone, en photo ou en vidéo, puisque le drone, on ne peut pas le mettre près de la charte, qui vole quand même souvent à quelques mètres, donc il faut que la charte elle soit un petit peu plus grande. Un point important, puisqu'il y a eu pas mal de questions dessus, donc je sais que tu le sais, mais je préfère le répéter. Quand on fait une prise de vue de la charte avec son boîtier, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de capturer les conditions de lumière et d'éclairage de la scène. Donc, Oui. les points clés, il faut que la charte qui est ici, vous voyez, la charte 24 patch, elle soit baignée de la lumière que vous voulez mesurer. Donc, suivant ce que vous voulez capturer, il faut que ce soit ce type de lumière. Donc, par exemple, pour Kevin, si c'est avant le lever du soleil et que c'est encore une période d'ombre, il va la mettre, par exemple, à 60 cm de son boîtier. Et ce qu'il veut, c'est capturer le fait que la lumière ambiante, qui n'est pas encore avec le soleil levé, elle soit imprégnée aussi des réflexions de lumière sur la neige. Oui. Donc, première chose, il faut qu'elle soit éclairée par rapport à ce que vous voulez saisir comme type de lumière, donc l'environnement dans lequel vous êtes. Deuxième chose,
faut pas qu'il y ait d'ombre dessus, logique. Et quand vous prenez en photo la charte, elle doit être très bien exposée, ni surex, ni sous-ex. Pourquoi? Parce que par exemple, cette échelle de gris qui est là, si vous êtes sous-exposé, eh bien le logiciel ne sera pas capable de distinguer entre le patch noir et le gris foncé qui est ici. Donc elle doit être très bien exposée si vous voulez pouvoir l'exploiter correctement. Après, si elle est un petit peu de travers, c'est pas grave, mais c'est l'exposition qui est un des éléments critiques pour pouvoir l'exploiter ensuite en post-prod. Donc ça, c'est des informations pour l'utilisation optimum de la charte. Je pense que c'est important de le préciser. Oui, comme on tout l'a à fait. dit, la charte de gris qu'elle a, ça c'est pour faire la balance dans le boîtier. Et puis, ça peut être aussi un point de référence à la pipette, vous aurez un gris neutre Oui, dans votre c'est ça, image. tout à fait. Ça va, ça complète un petit peu ce que tu as dit. Ouais, Je vais montrer plusieurs outils. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton livre? Parce que si je dis pas de bêtises, il est carrément en pré-vente et tu as mis en là, il place un est système de crowdfunding. il est actuellement encore en pré-vente et il est en phase de finalisation. Donc là, on finit, là, on doit tout travailler au niveau de la maquette. Et de toute façon, c'est pour ça que là, entre cette semaine ou la semaine prochaine, on doit justement poser une date de livraison. Et donc là, il devrait plus tarder. D'accord, bon bah, c'est cool. Je regarde s'il y a des questions ou des réactions. Comment faites-vous pour... Ouais, bon, on verra ça après. Partie questions-réponses. Il est 19h, donc c'est le bon Yes. moment. Je vais passer, entre guillemets, la page de À pub. l'apéro? Après, ça, après. Ah, merde. D'ailleurs, j'imagine que dans ton sac à dos, il y a, comme tu disais, il y a une petite bière ou quelque chose pour Toujours, se relaxer en toujours. montagne. Il faut faire attention parce qu'avec l'altitude, ça décuple les effets. Ah, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Donc, avec chacun des webinaires, vous avez peut-être l'habitude, si vous êtes souvent avec nous, on associe un partenaire. Ce mois-ci, c'est Digitphoto. Et Digitphoto a bien travaillé sur les prix de ces écrans BenQ. Donc, il y a 4 références en écran BenQ. Il y a le SW240 qui est à 24 pouces. C'est un peu l'entrée de gamme en écran professionnel. Donc, on est quand même sur un écran qui est livré en standard avec sa visière anti-reflet, qui a une dalle mate, légèrement satinée, qui est Celui-là. particulièrement agréable. C'est ce que tu as, toi? Ouais, c'est le 27 celui-là. Mais ils ont poussé le bouchon, là, ils le sentaient bien. Et c'est vrai que c'est le gros de la demande aujourd'hui, et notamment en photo de paysage, c'est d'avoir un 27 pouces. Le 27 pouces, il est à peine plus haut qu'un 24 pouces. Il fait que 3 Enfin, là, cm de c'est plus. le 27 là. Ah, toi, tu as le 27, c'est ça, c'est ce qui me Ouais, c'est semblait. le 27. Et les 27 pouces, par contre, ils ont 7 à 8 cm de plus en largeur qu'un 24. Et ça fait une belle barre d'outils en plus, Oui, puisque toute l'idée, quand vous traitez vos images, c'est d'avoir un écran qui permet d'afficher votre image plein pot pour pouvoir aller regarder les détails et en même temps d'avoir la barre d'outils à côté. Après, si vous avez un écran un peu petit, vous pouvez avoir un deuxième écran, par exemple sur votre portable oui. où vous mettez votre barre d'outils. Il y a un 27 pouces où vous pouvez tout mettre, sachant que le 27 pouces respecte mieux la vision humaine. La vision humaine, elle est plus sur l'horizontal que sur le vertical. Eh bien, ça permet un travail dans de bonnes conditions. 2 références chez BenQ en écran 27 pouces, le SW270C. Le C veut dire qu'il a une connectique USB-C. Ne vous inquiétez pas, il a encore du HDMI et les anciennes connectiques aussi. Donc 270C, c'est un écran très bien fait pour la photo, avec une dalle bien homogène. Et le 271C, c'est son grand frère, c'est aussi un 27 pouces. Il a comme avantage supplémentaire d'avoir une homogénéité encore plus poussée. Oui. Elle est, le 271C, c'est considéré comme une des dalles IPS du marché, les plus stables en termes d'homogénéité. Et en Oui. plus de ça, c'est un écran 4K. Donc au niveau de la résolution, ça peut être important pour certains travaux. En photo, si vous avez besoin de zoomer dans votre image, mais par contre, donc c'est pas forcément très courant. Par contre, en vidéo, c'est de plus en plus demandé puisque si vous tournez déjà avec une caméra 4K, avoir un écran 4K pour une diffusion 4K, bah, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que c'est intéressant. Donc, c'est pas une obligation d'aller vers du 4K, 6K, 8K, etc. Mais il faut savoir que ça devient intéressant. Le SW271C, c'est un petit bijou. Alors oui, il est un peu plus cher que le 270C. Donc, ça, c'est intéressant.
Digitphoto a fait des offres spéciales déjà dessus. Et en plus, dans le cadre du webinaire, je vous envoie demain un code. Ce code, alors je vais le retrouver, c'est le code WEB23, WEB23, comme 2023, qui vous permet d'avoir, en plus de ça, 5% de remise supplémentaire sur leur offre qui est déjà bien placée. Et cette Il offre, y a même donc, les bonbons avec. cette offre de 5% en plus sur les écrans, elle est valable sur le 24 pouces, les deux 27 pouces qui sont particulièrement à un prix agressif déjà, et aussi sur le 32 pouces pour ceux qui ont besoin de beaucoup de surface. Mais là, on est sur des budgets un tout petit peu plus conséquents, mais ça, je vous laisserai aller sur le site. Pour tout ce qui est les chartes, pour tout ce qui est les sondes Calibrite, donc ça permet de calibrer votre écran, celui peut-être de votre imprimeur ou d'un ami, parce que le but de la sonde, parfois, c'est pas de calibrer que son écran, mais si vous êtes un photographe qui fait beaucoup de photos corporate et que vous travaillez avec un responsable marketing d'une entreprise, des fois, c'est bien de calibrer son écran parce que comme ça, il va voir les photos de la même manière que vous. Il y a beaucoup de photographes qui se sont retrouvés à faire ça au final. Donc, investir dans une sonde qui va durer souvent 2 générations d'écran. Un écran de qualité, il est fait pour durer 7-8 ans. La sonde, elle va vous durer 2 générations d'écran, donc ça vous donne une idée. Bien sûr, la garantie elle est que de 2 ans, j'en suis désolé, mais de fait, toute l'optique, c'est du verre, les connecteurs, tout c'est quand même un truc assez solide. Donc les sondes et les charts, c'est moins 10% avec le même code WEB23 que je vais vous envoyer à tous là dans quelques instants. Et puis que je remettrai demain dans l'email qu'on va envoyer. Donc ça, c'était la page de pub avec notre partenaire Digitphoto. Et on va passer, si tu es d'accord, à la session Allez, questions-réponses. Alors, c'est quoi la différence entre une balance des blancs à la prise de vue et une optimisation de la balance des blancs dans Lightroom? Tu peux afficher une alors, image si tu veux, parce que moi je vais disparaître. alors une balance des blancs. Ah, tac, tac, tac. Ouais, c'est bien ça. Celle-ci. Voilà. Alors là, ici, on a une balance des blancs en fait qui est à la prise de vue. C'est-à-dire que j'ai réglé mon boîtier, j'ai réglé la balance des blancs dans le boîtier avec ma charte de couleurs pour avoir justement ma balance des blancs à la prise de vue. Après, une balance des blancs que vous preniez, je pense que c'est ce que vous voulez dire, mais ce que vous appelez optimiser sur le Lightroom, c'est-à-dire que vous allez prendre en photo la charte de couleurs à l'endroit où vous êtes pour faire votre photo. Vous allez prendre, comme Hervé vous a expliqué, avec la lumière qui baigne le paysage ou le sujet ou autre au niveau de votre photo. Et à partir de là, vous allez vous retrouver en fait avec une première image avec la charte de couleurs. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir le paysage global, hein. Vous pouvez très bien prendre juste la charte de couleurs avec la même lumière, la même luminosité, et ensuite vous prenez votre paysage. Ça, c'est pas un problème tant que vous avez la même lumière qui baigne les deux sujets, donc, la montagne et par exemple la charte de couleurs. Et à partir de là, avec cette première image, vous allez pouvoir, avec la pipette sur Lightroom, vous baser sur les couleurs neutres, donc votre gris neutre, et ainsi vous allez vous retrouver avec une balance des blancs optimisée. Et donc, votre balance des blancs qui sera sur votre image avec la charte de couleurs, vous la prenez, vous la copiez sur les photos que vous allez prendre ensuite, qui est avec la même luminosité, et vous vous retrouvez donc avec votre lot d'images optimisé en termes de balance des blancs. Donc, si quelqu'un cherche à faire une optimisation dans Lightroom, mais qu'il n'avait pas pris la précaution de prendre en photo une charte, le problème, tu es d'accord, c'est que c'est quoi son point de référence? S'il Alors pense que là, c'est la neige qui est un gris neutre, c'est pas bon. Et de la même manière, dans la photo de rue, j'ai des gens qui me disent c'est pas grave. Je regarde, à un moment, j'ai un trottoir et je sais que le bord du trottoir, ce gris, il est à peu près neutre. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. non. Qu'il suffit qu'il y ait un chien qui est pissé sur le trottoir pour qu'il soit plus neutre et qu'il ait une influence de jaune. Et que donc, une balance de gris, sachant que là, on vous a montré des chartes 24 patchs, mais ça coûte encore moins cher une charte de gris toute simple. C'est vraiment utile pour avoir ce point de référence en fait. Dans la Parce que nature, on ne sait pas ce qui est neutre en fait. en fait, là, vous pouvez voir à peu près, là, j'essaye, là, j'ai ma balance des blancs, en fait, qui est en automatique depuis le boîtier. Donc, c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui avait justement une différence.
Et ça, c'est celle qui est optimisée avec ma charte de couleur. Là, sur celle-ci, si je prends ma pipette, là, j'ai l'impression que c'est gris. Mais si je mets dessus, ben, j'ai toujours pas la même chose. Si je mets sur la neige, ça se rapproche, mais c'est toujours pas ça. Donc le problème, c'est qu'en fait, j'ai rien au niveau de mon paysage qui me permet de faire vraiment une balance des blancs avec ma pipette. C'est pas possible. Si je prends le ciel, c'est pas bon. Si je prends la neige ici, ben, ça marche pas non plus. Il y a rien. Vous aurez aucun élément en fait sur votre image qui vous permettra de faire une balance des blancs juste avec votre pipette. Donc si j'ai pas mon image de vraiment calibrée derrière, je me retrouve avec cette image-là qui normalement que je voudrais comme celle-ci. Mais le problème, c'est que bah, celle-là, si je veux la retravailler, avec la pipette, ça marche pas, donc je suis obligé de la retravailler avec mes curseurs et ça sera vraiment du approximatif parce que j'ai aucun élément en fait sur mon image qui me permet de faire vraiment une balance des blancs précise. Très bien. Balance des blancs avec une feuille A4, pourquoi tu dis que c'est pas terrible? Bah, tu l'as Ben, parce que expliqué, je crois, tout à l'heure. Il n'y a pas deux voilà, papiers pareils? parce qu'il n'y a pas de papier pareil. Le blanc que vous allez retrouver sur les papiers A4 en fait n'est jamais blanc pur. Il y aura toujours en fait une dominante dedans qui fait qu'il sera soit qui tire un peu plus vers le blanc crème, soit sur les blancs froids, mais ça sera pas blanc blanc. C'est pas un blanc neutre qui doit être pris en considération pour vraiment optimiser votre balance des blancs. Hmm. Ça sera jamais pareil. Je vais avouer un truc. En plus de ça, les papiers, pour certains papiers, notamment les moins chers, ils ont tendance à jaunir avec le temps. Oui, tout Un à fait. papier de qualité, c'est moins le cas. Mais un papier quelconque, au bout de 6 mois, il aura plus la même couleur que quand vous l'avez acheté. Donc, votre référence, elle varie avec le temps. Une charte, surtout si vous la refermez, eh bien, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai pris la Color Checker Passport Photo 2, c'est un des modèles, et parce qu'il y a une question là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser le gris 18%? Alors le gris 18%, qui s'appelle aussi le gris Kodak, c'est celui-ci, vous voyez, qui est un peu plus sombre. C'est celui qu'on utilise pour la photo argentique depuis maintenant plus d'un siècle quand même. Et ça, c'est le gris neutre actuel, qui est, vous voyez, un peu plus clair et qui donne des résultats un tout petit peu plus précis avec les boîtiers numériques. Donc on va plutôt vers celui-ci maintenant. C'est bien d'avoir les deux dans certaines situations, puisque notamment il y a beaucoup de jeunes photographes qui reviennent à la photo argentique parce que bah, ils kiffent ça et que c'est rigolo de faire ces tirages, notamment en noir et blanc, hein, pourquoi pas. Et donc gris neutre, 18% de réflectance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce gris neutre, il renvoie 18% de la lumière qu'il reçoit en respectant lettre pour lettre tout le spectre du soleil. C'est-à-dire s'il reçoit il reçoit une lumière avec une partie qui est plutôt jaune, une partie plutôt bleue, verte, etc., il va refléter la totalité de ses longueurs d'onde, mais il n'en renvoie que 18%. Voilà, réflectance de 18%. Celui-ci, donc, gris neutre aussi, un petit peu plus clair, comme je vous l'ai indiqué. Et en fait, on les retrouve ici pour le clair et le 18% sur la charte 24 patch qui s'appelle la Color Checker classique et qui existe maintenant depuis presque 50 ans, qui avait été mise en place par Greta Magpes. L'autre question, est-ce que tu faut shooter en RAW ou en JPEG? La question ne se pose même pas. Là, vous shootez, si vous voulez une balance des blancs précise, vous shootez bien entendu en RAW. Mais oui. Il n'y a Et pas après, on de. peut shooter en RAW plus JPEG pour envoyer la vignette en Ouais, JPEG pour rigoler sur les réseaux sociaux. Et après, on traite à partir du RAW. Il faut savoir tout à que le fait. RAW n'intègre pas d'informations de couleur. Et donc, c'est au moment où vous transformez votre RAW en fichier, sur la partie Mm. développement, que vous allez intégrer les informations de couleur. Et notamment les informations, par exemple, du blanc, du gris neutre, les informations associées à la charte. Une autre question intéressante pour toi, du coup, combien de prises de vue avec une charte fais-tu typiquement lorsque tu vas en montagne pour prendre des couchers et des levées de soleil? Tu te retrouves avec Mm. plusieurs prises de la charte Alors, finalement. j'ai plusieurs, soit je fais mes balances des blancs personnalisées, donc dans ce cas-là, j'ai pas de photo de charte à proprement parler. Soit bien quand je prends en photo la charte, je peux me retrouver avec plusieurs photos de la charte. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, vous prenez en photo votre charte à chaque moment
que la lumière va changer. Donc si je fais des photos le matin, ben, dans ce cas-là, je vais prendre une photo le matin avec mes photos qui suivent ma photo de charte. Et même après, on va dire si j'arrête de prendre des photos et que je dois reprendre des photos 2 ou 3 heures après, automatiquement, je dois reprendre ma charte en couleur parce que ma lumière aura changé et j'aurai pas la même température de couleur qui sera affichée sur mon image. Donc je reprends à chaque fois en fait ma charte en photo. Après, c'est assez rare parce que la plupart du temps, quand je sors en montagne, j'y vais pour vraiment un moment particulier. C'est rare où je vais prendre et des photos le matin, et des photos la journée, et des photos le soir. C'est une sortie, en général, ça va être soit que des photos le matin. Je vais prendre un moment particulier que je cherche, que j'ai planifié, que j'ai, que, qui m'intéresse le plus. Et à partir de là, une fois que j'ai fait ce moment-là, je redescends. Donc, mais sinon, après, oui, vous prenez autant de photos de chartes en fait que d'instants que vous allez vouloir capturer. C'est ça. Donc en fait, c'est un travail par session et de la même manière que tu vas les traiter en post-prod, Tout à en fait. retouche par session. Donc tu sais que si c'est avant le lever du soleil, juste au lever du soleil, Mm, tout un à fait. quart d'heure, 20 minutes après, mais potentiellement, ça veut dire effectivement avoir besoin de poser à nouveau la charte. Mais un des trucs que j'expliquais, c'est parfois, même si on n'a pas refait la charte d'un quart d'heure avant, c'est mieux que de ne pas avoir du tout de charte parce que vous avez Tout quand à fait. même une référence, même si Oui. la lumière elle a évolué. Et on est bien d'accord, ça c'est un point hyper important que beaucoup de gens ont du mal à intégrer, je le sais, c'est que cette référence de couleur, donc ce gris neutre, c'est un point de départ. Si vous Oui. avez envie de rendre votre coucher de soleil plus chaud et d'y rajouter du jaune orangé, vous Tout le à fait. faites, mais au moins vous connaissez votre point de départ et l'équilibre des couleurs, parce que ce que tu as montré, tu pourrais remontrer certaines des images que tu avais avant, où en fait tu utilises la complémentaire. C'est-à-dire que tu as une couleur très froide et tu as une forêt, par exemple, qui est dans les jaunes. Ouais, ou, bon là, par exemple, c'est du ton sur ton, hein, on travaille sur les camailleux. Ici, voilà celle-ci. Mais les complémentaires, pour pouvoir être capable d'équilibrer. Donc, vous voyez qu'ici, la forêt, elle n'est pas du tout dans les mêmes teintes que la montagne ou les Non, nuages. non, Eh bien, mais pour pouvoir jauger ça, ben, il n'y a rien de mieux qu'un écran calibré et d'avoir eu une balance. Si vous n'en ah avez oui, pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que une dominante de teinte peut gâcher votre perception des couleurs et vous amener à faire des mauvais choix. Et le jour où vous faites un tirage, vous dites ah bah zut, c'est pas ça que j'avais vu. Donc c'est très important de comprendre mm, ça. C'est-à-dire que à moins d'avoir un environnement qu'on a entre guillemets protégé, neutralisé, donc un écran calibré, une charte pour avoir une bonne balance, eh bien, on n'est pas du tout sûr du travail qu'on fait sur les couleurs. Et donc, si on veut composer, ça c'est de la composition, hein, ce qu'il fait là, Kevin, en mm, utilisant justement des couleurs complémentaires, comme on le voit ici, eh bien, vous avez de gros risques d'être à côté de la plaque si vous n'avez pas quelque chose de neutre comme point de départ. Mais mm. ensuite, si vous avez envie de pousser la saturation ou autre, vous le ferez. Hein. C'est pas, on vous dit pas de travailler uniquement en couleur naturelle. Ce qu'on dit, c'est ce qui est bien, c'est d'avoir un point de référence au départ. Là, on voit ta petite recherche sur Google. Hein. Ouais, très bien. Tu es sur ton site là? Ouais, je suis sur le site justement pour montrer C'est bien, c'est bien. sur des travaux qui sont assez particuliers. J'en ai une entre autres qui est celle-là. Euh, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure où on a des fois, il y a entre autres sur celle-là, c'est très flagrant où j'ai et du chaud et du froid. Et donc arriver à retranscrire vraiment la précision de chaque couleur. Donc la neige là que vous voyez, bien sûr, bien entendu, comme on l'a dit, elle n'est pas blanche. Hein, ça c'est pas un point de référence. Et j'ai de toute façon aucun point de référence dans cette photo-là. Et le problème c'est que l'appareil photo en fait peut avoir du mal à vraiment avoir une colorimétrie précise, surtout dans ces cas présents, parce qu'en fait, on se retrouve avec une colorimétrie qui est assez froide sur la partie haute, mais en même temps, on a le soleil qui tape sur la neige qui va apporter un peu de chaleur, et en bas de l'image, on se retrouve avec une colorimétrie qui est assez chaude, on est vraiment sur une transition automne-hiver, et du coup, si on n'a pas une bonne base de départ, c'est assez compliqué après de travailler dessus pour rattraper tout ça. Et surtout de la rattraper, c'est une chose, mais après de pouvoir la développer
et de pouvoir la mettre en valeur. Si la base de départ n'est pas bonne, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah là, une belle photo comme ça, tu pourrais tout à fait te retrouver à la présenter dans le cadre d'une expo. Bah voilà. J'aime bien aussi celle où voilà, là, tu as des trucs sympas, mais celle avec les rapaces, c'est pas mal aussi. Aussi. Là, tu as des rouges. Voilà. Ben, vous irez vous balader sur le site de Kevin. Donc, on a vu combien de fois on prend les photos. Il y avait pas mal de questions sur les filtres. Alors, attends, qu'est-ce que c'était? Donc, alors attention, la charte, elle va prendre en compte aussi le boîtier, mais aussi l'optique. Donc, si vous avez une optique avec un filtre ND, par exemple, Big Stopper, ce genre de choses, il faut savoir que les filtres, ou un filtre polarisant, ils peuvent changer les couleurs ou pour partie. Donc la charte, elle va elle va tenir compte de tous ces éléments-là. Donc soit vous voulez être neutre, très bien, mais si vous mettez un filtre polarisant, je ne sais pas si c'est très intéressant de mettre une charte devant, puisqu'il peut potentiellement modifier les couleurs. La charte est à quelle distance de l'objectif quand on la prend en photo? À bout de bras, gros 40-60 cm. Là où on peut faire la mise au point. Après, même si la mise au point en soi, on va dire, n'est pas utile, même si la charte est floue, tant qu'on a la luminosité dessus et la colorimétrie, c'est l'exposition qui est critique. Comme on disait, il ne faut pas être surex ou sous-ex. Il y avait des questions sur est-ce que je peux utiliser la charte en photo de nuit. C'est un peu compliqué, je pense, là. J'ai pas essayé. En basse lumière, on y arrive, mais à ce moment-là, il faut un temps de pause. Donc, toujours pareil, c'est l'exposition qui est importante. Donc, à ce moment-là, un temps de pause plus long, peut-être que c'est exploitable. Il faudrait essayer. J'ai pas de secret. La couleur des traitements qu'on peut avoir sur ces lunettes, oui, méfiez-vous. Tous les photographes aujourd'hui le savent. Ils demandent, lorsqu'ils se font faire des lunettes, à ne pas avoir de traitement anti-écran bleu. Parce que sinon, quand vous retouchez vos photos, vous êtes à la rue. Ou alors, il faut avoir 2 paires de lunettes. Mais parfois, il faut se battre avec son opticien pour pas qu'il vous mette le truc bleu. Alors, pourquoi est-ce que... ça, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a tant d'opticiens qui vous mettent des lunettes qui vont filtrer en fait les bleus? Eh bien, parce que la majorité des écrans très grand public, on n'est pas là-dessus. L'écran BenQ qui est derrière Kevin, c'est un écran, une fois qu'il est calibré, qui est fidèle en termes de couleur. Mais beaucoup de fabricants d'écrans grand public, donc tous les écrans de gaming, toutes les tablettes, hormis les iPad Pro, tous les écrans de smartphone sont livrés en standard, beaucoup trop lumineux et beaucoup trop bleus. Pourquoi? Parce que ça fait vendre, tout simplement. C'est 17% de vente en plus. Alors c'est terrible. Kevin va nous dire dans quelques instants quels sont les réglages qu'il a choisis pour calibrer son écran. Tu te mets sur combien de Kelvin et combien de candela par mètre carré? Alors, en termes de candela, en général, je suis entre 100 et 120. Ça dépend sur quel type de travail j'effectue. Quand c'est sur des images un peu style reportage ou des photos que je vais plus sur les réseaux, je travaille sur du 120. Mais quand ça concerne un travail sur des images que je vais orienter sur du tirage ou pour le livre ou des choses comme ça, je suis sur du 100. 100 candela par mètre carré. Donc, c'est la luminosité de son écran. Et en Kelvin? En Kelvin, en général, je suis à 5,5. 5500 Kelvin. Eh bien, les écrans grand public, je répète, un écran de gaming, il est aujourd'hui livré à 9000 Kelvin. Quelle est ta réaction? C'est trop bleu. Ouais, c'est blanc, quoi. Et à 400 candela. C'est beaucoup trop lumineux. Pourquoi? C'est le réglage télé. Donc, trop bleu, trop lumineux. Si vous vous mettez dans votre canapé à 2,50 m de l'écran, tout va bien. Mais quand vous faites de la retouche photo, Kevin, toi, tu es à combien de centimètres de ton écran? 70, 80 cm. Si je te règle ton écran à 400 candela, le soir, tu as mal à la tête. Le soir, je vois plus rien. Je vois des paillettes.
Et c'est tout le truc, c'est qu'en fait, beaucoup d'écrans grand public sont livrés trop lumineux et trop bleus. Si on n'y prend pas garde, ça peut être mauvais pour votre confort visuel et même votre santé, hein, pour vos yeux. Une fois qu'il est calibré, vous avez un triple effet. L'écran donne des couleurs justes, donc ça permet de faire des traitements. Vous voyez la qualité des images de Kevin, hein, en même temps. Vas-y, continue à les faire défiler. Donc on peut travailler sur toutes les couleurs, y compris sur les noirs les plus profonds, les blancs les plus froids. Ça, c'est si vous avez un écran quand même de qualité. Donc il y avait des questions, est-ce que je peux calibrer un écran SRVB? Ben, la réponse est ouais, mais bon, vous allez perdre. Il y a des couleurs que vous ne pourrez pas toucher. Donc plutôt essayer de trouver un écran qui s'approche d'Adobe RVB 98 comme terme de gamme de couleurs. Donc calibrer l'écran, des couleurs précises, moins de fatigue oculaire. Et puis comme l'écran, en fait, il consomme moins d'énergie, vous vous en doutez bien, hein, entre 400 candela par mètre carré et 100 candela, bah, il consomme nettement moins. Et en plus, il envoie moins de lumière bleue. Or, la lumière bleue, c'est celle qui consomme le plus d'énergie et qui aussi vous en envoie le plus dans les yeux. Donc, bien calibrer son écran, des bonnes couleurs, moins de fatigue oculaire. Et en plus de ça, il consomme moins et ça augmente la durée de vie de votre écran de l'ordre de 25 à 30% par rapport à un écran qui ne serait jamais calibré. Donc, c'est pas gadget. Bon, bien sûr, moi, je travaille pour cette marque, hein, mais c'est reconnu par beaucoup de photographes une fois qu'ils ont mis en place le processus de calibrage. Quand même, les gens ne le regrettent pas et ils voient les gains que ça leur apporte. Elle est bien Ah celle-là. oui. Beaucoup de questions sur le livre, mais comme promis, on vous donnera le lien. Et il y avait encore... Ouais, on a dit. Donc SRVB par rapport à Adobe RVB 98. Alors, il faut savoir qu'un écran de portable, souvent, il ne peut pas aller aussi loin qu'un écran graphique comme celui qui se trouve derrière Kevin, qui est le SW. C'est lequel que tu as, le SW 270C, c'est ça? Ouais, non, c'est la version 4K, ça. Ah, toi, tu as le 271C, donc c'est le Ouais, 4K. Et le le 4K. SW 270C, c'est un 2K. La taille, est-ce que c'est important? Ben, je crois qu'on l'a un peu expliqué. Si vous avez un 27 pouces, c'est plus facile d'avoir l'image plein pot plus une barre d'outils. Oui. Sur un 24 pouces, il vaut peut-être mieux avoir un deuxième écran, peut-être un peu moins bon, sur lequel vous mettrez vos barres d'outils. Et puis comme ça, vous mettez toute votre image sur 24 pouces. Et un 32 pouces, en fait, ce qui est génial, c'est que ça va permettre de travailler la photo, mais aussi la vidéo. Il faut savoir qu'en Oui. vidéo, vous avez beaucoup de panneaux, les nodes, hein, ce qu'on appelle les nœuds, en plus du préaffichage, la timeline avec le son pour faire la synchro image et son. Donc en fait, vous avez beaucoup plus de panneaux de contrôle à piloter en vidéo. Un 32 pouces à ce moment-là peut être intéressant. Placement de la charte sur le terrain avec un téléobjectif, je crois qu'on a répondu. Est-ce que tu mets tes powerbanks dans tes poches également? Non, ils sont trop gros. Ils sont trop gros. Quel type de gants par rapport à ta pratique de la photographie? Moi, j'utilise des gants de marque, c'est la marque HEAT, H-E-A-T, qui sont composés en fait en deux parties. Vous allez avoir une partie sous gant qui est en laine de mérino, et après vous allez avoir une partie, ce qu'on appelle moufle, mais avec un système de zip en fait au niveau de la pomme qui permet en fait de pouvoir justement enlever la partie moufle et par un système aimanté en fait de la faire tenir sur le dos de la main. Et comme ça en fait, même en hiver quand vous voulez shooter, vous relevez votre pomme et vous vous retrouvez avec les doigts en fait et votre sous-gant dessous qui vous permettent de shooter, de manipuler le boîtier et donc de faire des photos. Alors, dernière question, quelle est la solution pour avoir une bonne balance des blancs si on se trouve soi-même à l'ombre et que la scène qu'on veut prendre en photo, par exemple un versant d'une montagne, est lui-même au soleil? J'ai pas forcément la réponse. Là, il n'y a pas forcément de réponse, malheureusement. C'est que là, vous vous retrouvez dans une situation où si au niveau de votre scène, alors à moins d'avoir des parties ombragées sur votre scène, ce qui peut être le cas, et Hmm. entre autres en montagne, on se retrouve souvent, même si vous avez des parties qui sont ensoleillées, il y a quand même des parties qui sont à l'ombre.
Ouais, Et avec des ces parties à clairs-obscurs. l'ombre, voilà, les parties à l'ombre seront les mêmes en fait que là où vous êtes. Même si vous êtes à l'ombre, la luminosité est plus ou moins la même. Donc du coup, autant faire la mise au point sur la luminosité de l'ombre plutôt que celle qui est au soleil. Parce que de toute façon, il y aura un équilibre à un moment donné. Même si vous n'êtes pas au soleil, vous faites avec de l'ombre. Et il faut qu'il y ait de l'ombre, bien entendu, sur votre paysage, s'il y en a. Excellent. Continuez à nous montrer quelques images et puis je vous remercie. Il est 19h30. On va terminer avec un dernier mot, un conseil de la part de Kevin autour de la photographie en général. Quel conseil tu as envie de donner à nos spectateurs? Et je vous remercie à tous pour vos participations et vous allez recevoir demain soir à peu près à cette heure-ci un message avec les informations complémentaires. On vous remet l'offre spéciale avec le code chez Digit Photo et puis l'accès possible au site de Kevin, la possibilité de voir si vous êtes intéressé par le livre et puis des petites infos complémentaires. Je te laisse le dernier mot et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller en dernier lieu? C'est ne vous posez pas de limites par le matériel. On peut optimiser au maximum ces photos, mais il n'y a pas de code au niveau de la photo. C'est les choses que j'essaye d'inculquer à tout le monde. Le photo paysage ne se fait pas obligatoirement avec un grand angle. Le portrait ne se fait pas obligatoirement avec un 50 ou un 85, et, etc. On peut très bien jouer avec le matériel et on peut faire tout type de photos avec tout type de matériel. Donc ne vous posez pas de limites créatives avec du matériel physique, faites ce que vous aimez et il y a toujours une possibilité de faire avec le matériel qu'on a. On peut très bien faire une photo grand angle avec un 50 mm. Il suffit juste de faire du panorama par exemple et donc vous élargissez votre prise de vue et vous vous retrouvez donc avec une photo plus large. Donc faites ce que vous avez envie. Ne vous basez pas sur les codes de la photographie tels qu'ils sont et puis à partir de là, faites suivant votre inspiration. Eh ben, merci beaucoup. J'envoie comme le code là sur le site de Digit Photo, donc c'est Web23 pour 5% de remise sur les écrans BenQ. Alors c'est les BenQ SW. Et il livre des sachets de bonbons aussi, hein. Je précise. C'est très important. C'est sérieux? C'est Ah, en c'est ce vrai en plus. moment? Non, non, c'est vrai, il y a des petits sachets de bonbons Digit Photo qui sont livrés avec le matériel. Ah bah C'est d'accord, ce qui c'est fait cool. toute la diff. Parfait, merci beaucoup, très bonne soirée et à bientôt pour une prochaine aventure. Au Ouais, revoir. Merci merci, Kevin. bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.